Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de révision et travaux dirigés consacrés au module de jeu informatique, filière STU, semestre 4. Dans cette séance, nous allons revenir sur les concepts clés pour une utilisation optimale des SIG, systèmes d'information géographique, et pour mieux comprendre ce qu'on a vu précédemment. Alors, l'exercice numéro 1 est consacré à l'information ici géographique. Comme rappel, l'information géographique est une représentation de la réalité localisée dans le temps et dans l'espace. Donc, le SIG, l'abréviation ici de SIG, c'est le système d'information et système géographique. Autrement, l'information et sa localisation dans le monde réel. Donc, l'information ici géographique, on peut la subdiviser en deux. Une composante qui est graphique et spatiale. Je parle ici de la donnée spatiale, caractérisée par la géométrie et la localisation dans le temps et dans l'espace de l'objet ou bien de la variance, la variable plutôt, qu'on souhaite représenter. En revanche, ici, nous avons aussi une composante descriptive, dite ici attributaire, c'est la donnée attributaire, c'est la description ici alphanumérique de l'objet localisé dans le temps et dans l'espace. Cette photo prise lors d'un trip au Atlas, plus précisément ici, c'est au niveau du barrage Al-Hassan Al-Dakhil, à Rachidia. Donc, la première question, en relation bien sûr avec l'information géographique ici, est qu'est-ce que vous voyez? C'est ça la question principale. Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire les objets ou bien les variables, l'information géographique, d'accord, qu'on peut extraire à partir de cette photo. Alors, comme on peut dire comme réponse, nous avons la route, d'accord, pâturage et les terrains nus, donc le pâturage ici et les terrains nus aussi, plan d'eau, donc là c'est le barrage de Hassan Dakhil, Rachidia, et un village ou douar qui se localise ici. Donc, nous avons en gros 4 objets qui représentent, on peut dire, les différentes classes de l'occupation des sols de cette région. Nous avons la route, village, plan d'eau, c'est le barrage, et terrain nu ou pâturage. Donc, cela va par la suite nous mener toujours en relation, on reste toujours en relation bien sûr avec l'information géographique, à la question suivante. Comment auriez-vous maintenant représenté ou bien cartographié ce que vous voyez? Alors, premièrement, on a identifié l'information. Qu'est-ce qu'on a comme information? Nous avons la route, village, pâturage, etc. Maintenant, la deuxième étape, on peut dire, qui est en relation avec la deuxième question, bien sûr, c'est comment on va représenter l'information géographique. Donc, la réponse à cette question nous renvoie au mode de représentation de l'information géographique. Alors, le mode d'implantation des variables visuelles, je parle ici de la donnée spatiale, nous renvoie à la transcription cartographique d'un objet ou bien d'un phénomène sur un plan qui est 2D. Donc, les descripteurs géométriques des objets
par exemple ici la route, pâturage, terrain nu, village, plan d'eau, s'applique, se limite à 3. Donc on peut poser la question lesquels. Donc nous avons les points, par exemple pour représenter dans notre cas le village, on peut même représenter par surface, c'est juste pour qu'on puisse utiliser toutes les formes. Là, le village, on va le représenter par un point. La route par la forme l'île et polygone pour représenter tout ce qui est en surface, à savoir ici l'eau, le plan d'eau, le barrage et le reste, c'est les terrains nus et pâturage. Maintenant, puisque nous avons représenté géométriquement, je dis, d'accord, géométriquement, la donnée qui est spatiale, plan d'eau, route, pâturage, village, etc. Donc, on passe maintenant à la donnée qui est attributaire. C'est-à-dire que chaque donnée spatiale, on peut la relier à une donnée qui est attributaire. Donc, pour chaque, bien sûr, variable ou bien classe d'occupation des sols, à titre d'exemple. La donnée attributaire qui est alphanumérique représente ici l'information ou la description de chaque objet. Bien sûr, ici, il dépend de l'objectif de l'étude ou bien du projet. Comme par exemple ici, pour le plan d'eau, le barrage, on a pu choisir comme information la date de construction, 1971, capacité de retenue 312,8 millions de mètres cubes, la qualité de l'eau elle est bonne, donc on peut même ajouter la nature des espèces, la biodiversité, etc. Donc bien sûr selon, comme j'ai dit, selon l'étude. Nous avons ici la route, la nature de la route, d'accord, s'il est national, régional, provincial, etc. Et son code, d'accord, puisque là on parle des routes extra-urbaines. Donc à chaque fois on voit autoroute A5, donc à chaque fois c'est la nature et un code. Mais si ce sont des routes intra-urbaines, pardon, donc là on a la nature, ça va être boulevard, rue, ruelle, etc. Et à la place de code, on aura des noms comme boulevard Hassan II, boulevard Mohamed VI, etc. Et puis nous avons ici le pâturage. On peut mettre par exemple la nature des espèces qui existent dans cette région et s'il y a la présence par exemple des plantes médicinales. Pour le village, on a représenté le village par un point, d'accord? Et là, on peut mettre par exemple le nom de village, le nombre d'habitants, le nombre de foyers, la moyenne d'âge, ainsi de suite. Donc, tout cela, d'accord? Donc, notre donnée là qui est spatiale, associée à une donnée attributaire bien sûr, va nous permettre, d'accord? Va nous permettre la création d'une base de données, d'accord, spatiale, SIG, qui est notre but. C'est la production et la création d'une base de données à référence spatiale. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, qui concerne, en ce qui concerne ici le concept de SIG. Donc, nous allons voir ici les interactions entre les composantes et les fonctionnalités de SIG, ce qu'on a pu voir dans les séances précédentes, les séances de cours. Donc, alors, l'exercice, là, vous êtes recruté, on peut dire, comme un technicien ou spécialiste en cartographie et SIG dans le cadre d'un projet de développement. Alors, le projet ici vise à évaluer la dynamique de l'occupation des sols d'une zone d'étude d'une région
d'une ville ou même d'un écosystème, etc. Donc là, il faut toujours, d'accord, penser à appuyer le processus décisionnel en répondant aux questions qui sont souvent posées par les responsables. Par exemple, quelle est l'utilité de la cartographie et le SIG pour ce projet? Donc, en relation bien sûr avec le projet, tous les décideurs ou bien les responsables posent cette question. Quelle est l'importance de SIG? Qu'est-ce qu'on va gagner autrement? D'accord? La première des choses ici, c'est, comme j'ai dit, c'est la création d'une base de données géographique à référence spatiale, là où on va mettre des diverses sources, des enquêtes de terrain, des questionnaires, tout ce que vous voulez, d'accord, pour construire cette base de données et qui va nous permettre par la suite de mettre en place des solutions, des réponses sous forme des cartes issues de la modélisation, de l'analyse spatiale, etc., aux décideurs pour faciliter ici la prise des décisions. Et par la suite, on peut la manipuler, on peut effectuer des mises à jour, etc., etc. Donc, et puis, on passe à la deuxième question ici. Quelle est la méthode à suivre pour répondre aux objectifs? C'est-à-dire qu'elle dépend toujours, une méthode, elle n'est pas toujours globale, mais elle dépend de l'objectif ici. D'accord? Il dépend de l'objectif. Et là, c'est comment, autrement, c'est comment vous allez atteindre vos objectifs. Quelles sont les techniques que vous allez utiliser? Quelles sont les données que vous allez utiliser? Et cela, nous allons le voir dans la diapo suivante. Alors, pour répondre à l'exercice, nous devrons tout d'abord cerner notre, soi-disant, notre objectif. Donc, notre principal objectif ici est l'évaluation spatio-temporelle de l'occupation des sols. Maintenant, c'est comment? C'est ça la question. La première question ici, c'est comment? Là, c'est la méthode et les techniques qu'on va utiliser et suivre. Par la suite, à l'aide de quoi? Là, c'est les données. C'est la matière première qu'on va utiliser, d'accord? Bien sûr, en relation avec la méthode pour atteindre notre objectif. Pour ces deux, la méthode et la donnée, dans notre cas, ça va être des données multidates, d'accord? Spatio-temporelles, c'est-à-dire multidates. Donc l'un nous mène à l'autre. Autrement dit, là, si la méthode, si j'ai choisi déjà la méthode que je vais suivre, alors elle va tout simplement me mener à choisir des données bien spécifiques pour que je puisse utiliser une méthode précédemment, comment dirais-je, choisie. Donc là, si par exemple la méthode choisie consiste à utiliser la classification des images, les indices spectraux, alors là, il faut penser bien sûr à utiliser des images satellitaires, multibandes, multispectrales, comme les images Landsat, Spot, Sentinel, etc. Ça va être, c'est-à-dire que là, cette méthode-là, elle consiste à travailler, d'accord, par pixels, sous forme des données qui sont raster, là où le pixel contient de l'information. C'est le cas des images satellitaires. Si par exemple, vous choisissez, ou bien les données qu'on dispose ici, ce sont des photos aériennes, des données historiques, etc. Alors là, il faut penser à la numérisation, la digitalisation et le géoréférencement des
des données. Alors, puisque nous parlons de géoréférencement, alors c'est quoi déjà le géoréférencement? C'est une question qui est simple. Alors, question de cours. Ici, le géoréférencement, c'est un processus permettant d'établir une relation entre les données affichées dans votre SIG, système d'information géographique, et leur position dans le monde ici réel. Donc, comment peut-on géoréférencer une donnée? Alors là, ou bien quelles sont les étapes à connaître qui permettent le géoréférencement d'une donnée raster? Premièrement, ici, c'est le choix, choisir le système de projection. La première des choses à faire, c'est le choix du système de projection. Donc, soit Lambert, UTM, etc. Selon le pays, selon la zone, selon beaucoup de choses. Et puis, identifier l'emplacement de la cible. Là, il est vraiment important, puisque quand on dit choisir le système de projection, alors il faut comprendre, bien sûr, le système de projection. Par exemple, si vous choisissez Lambert, alors vous devriez, au Maroc, vous devriez dire que le Lambert, il subdivise le Maroc en 4 zones horizontales. La zone 1, 2, 3 et 4, ainsi de suite. Si vous dites que je vais choisir ETM, alors vous dites que bon, le ETM, le Maroc, ou bien le monde est découpé en 120 zones réparties en 60 nord, hémisphère nord, et 60 hémisphère sud. Alors, et chaque zone, elle a ses propres paramètres. Alors, c'est pour cela, identifier l'emplacement de la cible est vraiment important. D'accord? Et par la suite, introduire et saisir les points de contrôle ou bien de calage pour caler et pour contrôler, d'accord, votre image par rapport au monde réel à l'aide d'un logiciel de SIG, par exemple SIG, ou bien de test détection comme INV, RDAS, etc. Bah, par exemple ici, si on veut géoréférencer une image, par exemple de Mohammedia, peu importe ici la zone, alors la première étape, le système ici choisi est le UTM. Quand j'ai dit j'ai choisi UTM ou bien que je vais utiliser le UTM, alors je dois savoir que le Maroc il est subdivisé en 3 zones qui sont verticales, d'accord? Et là, je vais placer tout simplement ma cible. Elle est localisée où? Est-ce qu'elle est localisée au sud du Maroc, au Sahara, ou bien au centre, ou bien au nord-est, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque zone elle a ses propres paramètres. Donc, je ne peux pas, la ville de Mohammed se localise dans la zone 29N et je vais utiliser les paramètres de la zone 28N. Et si j'ai d'autres données qui sont déjà corrigées et je veux faire une superposition, ça ne va jamais marcher. Parce que ici, le système de projection n'est pas le même. Ou bien, même s'il y a le même système de projection, les paramètres ne sont pas les mêmes. Il faut toujours faire attention, s'il vous plaît, là. Et puis, comme j'ai dit, image se localise dans la zone 29. C'est-à-dire qu'il faut par la suite localiser. Une fois que j'ai dit localiser dans la zone 29, c'est-à-dire que je sais précédemment, d'accord, quels sont les paramètres que je vais utiliser qui appartiennent à la zone 29N. Et à la fin, je vais ici saisir, choisir des points de contrôle et saisir les coordonnées, d'accord, réelles du point. Et comme ça, je termine le processus de géoréférencement. Là, ce sont les étapes à connaître et non pas les étapes, d'accord? Quand je parle ici de la 3e étape, là, bien sûr, il y en a plusieurs étapes, bien sous-étapes, au niveau, si vous utilisez ArcGIS ou bien QGIS, etc. Là, ce sont la procédure. Revenons maintenant à notre concept. Puisque nous avons parlé de la donnée et méthode classifiée, etc., on doit poser la question en utilisant quoi? C'est-à-dire, en utilisant quoi pour classifier, pour numériser, digitaliser, avoir des images satellitaires, etc., etc. Donc, là, il faut avoir des logiciels comme ArcGIS, INVI, QGIS, etc.,
et du matériel, des ordinateurs, scanners, GPS, donc des données, des caméras LIDAR, ainsi de suite. Alors là, c'est l'interaction, d'accord, comment dirais-je, entre les composants du système d'information géographique qui sont la méthode, la donnée, le logiciel, matériel et vous, l'utilisateur qui va faire tout cela. Donc, ces composants vont nous permettre à l'aide de plus de fonctionnalités de créer par la suite une base de données géoréférencée. Donc, cette base de données, d'accord, le SIG va les organiser de quelle manière? C'est ça notre question suivante. Comment le SIG ici organise cette base de données? Alors là, on peut dire le SIG organise cette base de données qu'on vient de construire sous forme d'un ensemble de couches support posables. D'accord? Sous forme de couches qui sont support posable. Et quand je dis ici support posable, alors les données ici de sources variées sont utilisées et sont déjà souvent dans des systèmes de coordonnées différents. Alors il faut faire attention, faudra donc les transformer pour les rendre support posable. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs couches, ils doivent avoir le même système de projection ou de coordonnées. D'accord? Par la suite, on passe à la représentation. Donc, comment maintenant le SIG va représenter cette base de données? Donc, soit sous forme, on peut dire raster, ou bien vecteur, c'est-à-dire soit sous forme quelque chose qui est dessiné, ou bien matriciel, sous forme des matrices, des pixels. Là, il dépend bien sûr de la méthode utilisée. Alors, si vous utilisez la classification des images satellitaires, des indices spectraux comme NDVI, NDW, de l'eau, ainsi de suite, alors là, vous allez travailler sur des pixels. Et c'est normal d'avoir les résultats sous forme des rasters. D'accord? Par contre, si vous travaillez sur la numérisation, la digitalisation, le dessin, donc le produit va être sous forme des vecteurs. Alors là, comme j'ai dit, le mot de représentation, il dépend bien sûr tout simplement de la méthode choisie. Ça va nous permettre par la suite, d'accord, tout cela va nous permettre par la suite d'effectuer une analyse spatiale. C'est l'intégration, on peut dire, des données à travers des différentes couches d'informations qui permettent d'effectuer une analyse spatiale par croisement, on peut dire, d'informations entre tout ce qui est, on peut dire, données attributaires et données spatiales. Nous avons encore, on peut effectuer de la gestion en utilisant les systèmes de gestion de bases de données pour faciliter ici par la suite l'archivage et le stockage et aussi l'organisation des données, la manipulation des sources d'informations, comme celles décrites précédemment, peuvent être d'origine très diverse. C'est la définition ici. Le système d'information géographique, c'est à partir de diverses sources, permet d'analyser, gérer, etc., pour répondre à une problématique. Donc là, il est donc nécessaire de les harmoniser afin de pouvoir les exploiter conjointement. Et on peut, par exemple, parler de la visualisation pour de nombreuses opérations géographiques. La finalité ici consiste à bien visualiser, on peut dire, des cartes et des graphes. Donc, une carte vaut mieux qu'un bloc de discours. Donc, là, on peut dire, par exemple, pour résumer, une fois nous avons notre base de données, on peut effectuer assez
de traitement, d'analyse et des opérations et de fonctions. Alors, pour récapituler, le SIG gère une information ici géographique. Un SIG s'appuie sur un modèle d'information géographique basé sur des couches organisées de façon cohérente pour caractériser et décrire le monde réel. Ici, la base de données qu'on vient de créer est constituée de couches que représente l'information, bien sûr, géographique sous les 3 modes de représentation. On parle ici des points, des lignes et des polygones, et sous forme soit de mode raster, matriciel, ou bien vecteur, c'est dessin. Donc, afin que toutes les données provenant de sources différentes, là, puisque nous aurons des cartes topo, des images satellitaires, des images satellitaires déjà corrigées, etc., puissent être superposées, d'accord, et exploitées dans un site et doivent appartenir à un système de coordonnées et où le même système de coordonnées plutôt et où je référençais déjà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine séance. Merci et bon courage.